Bonjour à tous, c'est la séquence numéro 2 qui démarre, hein, séquence vidéo numéro 2, c'est la suite du cours sur la modélisation des actions mécaniques. Pardon. On vient de voir ensemble les outils mathématiques de type vecteur, maintenant on va simplement les utiliser pour modéliser les actions mécaniques. Alors à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à faire l'étude des actions mécaniques sur un solide, une pièce, dans le but de vérifier que cette pièce résiste à ces actions mécaniques, c'est-à-dire que cette pièce évidemment va se déformer euh, si elle est soumise à des actions mécaniques, et le but de tout ça est de vérifier que cette pièce va résister à ces différentes actions mécaniques. Alors, on verra un peu plus tard dans l'année la résistance des matériaux, donc due à ces actions mécaniques, et puis aussi on verra donc les matériaux. Pourquoi? Parce que le choix du matériau a une importance quand même capitale dans la résistance des pièces. Voilà, donc dans un premier temps, les actions mécaniques. Donc la définition d'une action mécanique, c'est d'une façon générale. On appelle une action mécanique toute cause physique susceptible de maintenir un corps au repos, de créer, de maintenir ou de modifier un mouvement, de déformer un corps. Classification des actions mécaniques. On va retrouver deux grandes actions mécaniques. Les actions mécaniques de distance et aussi les actions mécaniques de contact. Donc, action mécanique de distance que vous connaissez bien, champ de pesanteur. Alors évidemment, plus particulièrement, on sait que c'est le poids, il y a les champs électromagnétiques, etc., etc. Puis on va retrouver les actions mécaniques de contact, donc pièces en contact, qui vont forcément créer une action mécanique. Et là, on sera sur donc les différentes liaisons, liaisons ponctuelles, liaisons planes, liaisons pivots, etc. Je fais référence à la séquence précédente. On distingue dans ces actions mécaniques des actions mécaniques extérieures et intérieures à un ensemble de corps. On va prendre tout de suite un petit exemple d'application pour appliquer ce qu'on vient de voir. Quel exemple suivant? Ici, on a trois pièces, S1, S2 et S3, donc trois solides, et je vais m'attacher à étudier l'ensemble E. L'ensemble E est constitué de S1 plus S2. Donc des deux sphères que vous voyez ici. Les trois corps, bon, on va parler un petit peu de la figure qui est ici. Donc on a une boîte dans laquelle on a mis deux sphères, S1 et S2. La boîte est nommée S3, donc le solide S3. Si je fais le bilan des actions mécaniques, je dis bien extérieures, ça a son importance, qui agissent sur l'ensemble E, sur le solide E, qu'est-ce que j'ai? Je vais retrouver donc une action mécanique de distance, qui est le poids de l'ensemble E, c'est-à-dire de S1 plus S2, et puis les actions de S3 sur E. Alors où est-ce qu'on va retrouver ces actions? En A, qui est ici, en D, point de contact, et en C. Donc trois actions mécaniques extérieures de S3 sur l'ensemble E, c'est-à-dire S1 plus S2. Alors évidemment, le point B qui appartient à E, lui, ne définit pas d'action mécanique si j'isole évidemment l'ensemble E. Alors dans la partie 2.1, nous allons voir donc les actions mécaniques à distance. Donc une que vous connaissez très bien, qui est le poids, le poids qui est dû donc à la gravité. Donc on vous rappelle que le poids s'applique au centre de gravité, que la direction est verticale, évidemment par le centre de gravité, que le sens est toujours vers le bas, que l'intensité, donc le module de ce vecteur, est égal à m fois g, c'est-à-dire la masse fois g, g qui représente l'accélération donc de la pesanteur, qui s'exprime en mètres par seconde carré, et g est égal à 9,81, à savoir par cœur. Donc P est égal à moins mg porté par z, on voit le repère qui est ici, z est vers le haut, donc on a bien un signe moins qui intervient sur la composante, puisque le vecteur descend. Voilà, donc ça à savoir par cœur, P égale mg, donc généralement on l'écrit sous la forme de norme d'ailleurs, on écrit que norme de P est égale à m fois g tout simplement, d'accord? Passage donc des kilogrammes en newton. Je rappelle que la masse est en kilogrammes et que P s'exprime en newton. On a une deuxième action mécanique de distance qui est la force électromagnétique ou force de Lorentz. Je vais passer très rapidement dessus, ça ce n'est absolument pas à savoir par cœur. Voilà, c'est une force de distance qui est due au champ électromagnétique. Allez, je passe assez rapidement, c'est des choses que vous verrez certainement plus tard dans votre poursuite d'études, mais pour cette année on s'en occupera pas. Vous pouvez d'ailleurs tout à fait mettre ça entre parenthèses. Ensuite on a la force gravitationnelle, donc force de distance. C'est une force normalement que vous avez dû étudier en sciences physiques. Donc si on place deux corps, si deux corps sont placés à une certaine distance l'un de l'autre, ils s'attirent. Ce phénomène s'appelle la gravitation, c'est ce qu'on vous dit. Plus les deux corps sont éloignés, plus l'attraction est faible. Plus leur masse est importante, est faible, plus leur masse est importante, plus l'attraction entre eux est forte. D'accord? Force gravitationnelle.
Donc on vous explique que tout ça est dû évidemment à la gravité. On vous rappelle la relation qui n'est absolument pas à savoir par cœur, hein. Donc la force gravitationnelle est égale à moins g, qui est la constante gravitationnelle justement, fois la masse du premier solide, fois la masse du deuxième solide, divisé par la distance entre les deux solides au carré, portée par le vecteur u. Si je regarde la figure qui est ici je vais prendre par exemple un satellite, par exemple ça pourrait très bien être la Lune, hein. Ici j'ai la Terre, donc la Terre, la Lune, distant d'une certaine longueur h. Si je veux calculer la force d'attraction, donc force d'attraction qui est ici Ft, d'accord, de la Lune sur la Terre, donc enfin plutôt de la Terre d'ailleurs en fait qui va attirer la Lune, c'est égal à quoi? La relation qu'on vient de voir, moins g, donc qui est une constante, multipliée par la masse de la Terre, multipliée par la masse de la Lune, divisée par la distance au carré. La constante gravitationnelle, on vous la donne ici, 6,6710 moins 11. Voilà, même chose à ne pas apprendre par cœur, hein, c'est des relations qu'on vous rappellera si vous en avez besoin, avec les constantes juste à savoir appliquer. Donc voilà pour ça. Ensuite, on passe aux actions mécaniques de contact. Alors, il existe en théorie 3 contacts. Les contacts surfaciques, contact linéique, donc linéaire, une ligne rectiligne, on pourrait même dire, et les contacts ponctuels, donc qui s'effectuent sur un point. On va partir du contact surfacique, et on va regarder un petit peu ce qui se passe sur ce contact surfacique. Donc pour évidemment modéliser à nouveau les actions mécaniques donc sur un contact surfacique. Surfacique, plan, donc un contact plan qui pourrait très bien faire l'objet d'une liaison appui-plan. Soit les solides S1 et 2 ne sont en contact que s'ils émettent une surface commune A. Donc si je prends la figure qui est là, juste là, que je vous présente, en effet, on voit bien que sur cette figure, les deux solides sont en contact si et seulement, évidemment, ce contact et le disque ici. Pourquoi? Parce qu'on a une pièce de forme cylindrique sur un plan, donc ce contact est plan si et seulement si, en effet, on a la surface A. Et donc on peut écrire que la pression en cette surface est égale à F sur S. Formule très très importante à savoir par cœur, la pression est égale à la force sur la surface. C'est-à-dire qu'évidemment que F, pour définir donc la force, on peut écrire que c'est égal à P, évidemment, fois S, d'accord? Force de contact sur une surface plane. Alors la force s'exprime en newton, la surface en millimètres carrés et la pression en newton divisé par millimètre carré. Donc il va falloir connaître évidemment les conversions d'unités. Pourquoi? Parce que très souvent on exprime la pression en bar, il faut le savoir, et il faut pouvoir convertir. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'apprendre ça, ce qui est ici, c'est-à-dire que 1 bar est égal à 1 10 puissance 5 pascal, que 1 pascal c'est égal à 1 newton divisé par des mètres au carré. Et du coup que 1 10 puissance 5 pascal est égal à 0,1 mégapascal qui est égal à 0,1 newton divisé par millimètre carré. Voilà ce que je vous conseille fortement d'apprendre par cœur. On va en avoir besoin cette année, vous en aurez besoin l'année prochaine et vous en aurez besoin au bac. Voilà pour le contact surfacique. On va passer au contact linéique ou ponctuel. Alors, on va faire apparaître, enfin en tout cas ces contacts font apparaître un problème, c'est que la surface pour un contact linéique ou ponctuel n'existe pas. Hein, on vous dit une ligne ou un point ont une surface nulle. Donc je ne sais pas si vous avez vu encore les limites en mathématiques, c'est pas très grave, hein, on va juste prendre un petit peu les devants. Si je calcule la fraction f sur s et que s, du coup, pour ces contacts-là, tend vers 0. Quand on a une fraction et le dénominateur tend vers 0, on sait que cette fraction tend vers un chiffre très très grand, pardon, et donc ici on va écrire que ça va tendre vers plus l'infini. Si ça tend vers plus l'infini, ça veut dire que la pression, évidemment, elle, va tendre aussi vers plus l'infini. Ce qui est impossible, bien entendu, c'est-à-dire que les pièces, de fait, vont se déformer. Et c'est ce qu'on vous dit, la pression est donc infinie et une déformation des matériaux apparaît. C'est à partir de cette déformation, donc de cette petite déformation, qu'on calcule la surface de contact. Donc il apparaît qu'en effet, on ne peut pas réellement, je dis bien réellement, même si on fera, nous, l'approximation qu'on a bien un contact ponctuel, comme pour les liaisons d'ailleurs, hein, on parle de contact parfait, qu'on a bien un contact point ou un contact linéaire, pratiquement ce n'est pas possible. On a une déformation qui se fait entre les deux pièces, évidemment, quel que soit d'ailleurs le poids des pièces. Voilà pour les actions mécaniques de contact et de distance. On va passer à la suite. Grand 3, notion de force. On appelle force l'action mécanique qui s'exerce mutuellement entre deux particules élémentaires, pas forcément en contact.
Une force est toujours appliquée en un point. Elle est modélisée par un vecteur caractérisé par, on l'a vu précédemment, hein, un point d'application, une direction, un sens et une norme. L'unité de cette force est le newton, qu'on écrit toujours grand N. Et la notation de la force est celle-ci, F en vecteur, en indice de S0 sur S1, sachant que S1 est le solide isolé. Important, très important, ça sera toujours le cas. Le solide qui arrive juste derrière, donc, est le solide isolé. Alors, vous allez noter donc dans l'encadré ici une définition très très importante qu'il faudra connaître par cœur. Hein. Donc vous pouvez le noter déjà, hein, ça c'est à apprendre par cœur. Alors je vous la donne. Soit deux solides en contact ponctuel. L'action mécanique en ce contact est perpendiculaire au plan tangent commun aux deux surfaces et dirigée vers l'intérieur du solide isolé. Donc faites un petit retour et une pause pour pouvoir prendre cette définition. Je vous laisse un petit peu de temps, hein, mettez sur pause, revenez en arrière et on va regarder un petit peu ce que ça veut dire et surtout on va regarder où est ce fameux plan tangent commun aux deux surfaces. Alors, on a bien compris que ici on était en contact en 1, un contact ponctuel, que la force était perpendiculaire au plan tangent commun aux deux surfaces. Donc le plan tangent commun aux deux surfaces, il est ici. Et donc on a bien une perpendicularité, et donc on sait que l'action mécanique est portée donc à la perpendiculaire donc de ce plan tangent commun aux deux surfaces. Maintenant, il nous reste à définir son sens. On a bien défini sa direction, son point d'application, on le connaît, c'est au point de contact A, et maintenant il nous reste à définir son sens. On sait que le sens est tel que la force est dirigée vers l'intérieur du solide isolé. Ici, on l'a vu, hein, le solide isolé c'est S1, donc la force, elle, va vers S1. Voilà ce que veut dire cette définition qu'il faudra connaître par cœur. Quand on a une action mécanique en un contact, enfin en un point, donc c'est-à-dire pour un contact ponctuel, on sait que cette action mécanique est perpendiculaire au plan tangent commun de surface, dirigée vers l'intérieur du solide isolé. À connaître par cœur. Principe des actions mutuelles. 4. Alors, on a une de chevaux sur la route, hein, c'est-à-dire une voiture sur la route, et on va regarder ce qui se passe au point de contact A entre la roue et le sol. Donc si on isole dans un premier temps l'automobile, c'est-à-dire la voiture, la 2 chevaux qui est ici, je commence par isoler la voiture, qu'est-ce que j'ai? J'ai une action mécanique de A de 0 vers 1, donc du sol vers la voiture. On est sur un contact ponctuel, donc je sais que par définition, on vient de le voir, la direction est perpendiculaire au plan tangent commun de surface, c'est-à-dire perpendiculaire au sol, ça c'est bien la direction de mon vecteur, dirigée vers l'intérieur du solide isolé, on isole la voiture, donc elle est dirigée vers le haut. D'accord? Et j'ai bien l'action mécanique, donc A de 0 sur 1, 1 étant le solide isolé. Maintenant, on va faire l'inverse, on va procéder de façon inverse, c'est-à-dire qu'on va isoler maintenant le sol. C'est-à-dire j'isole plus 1, mais j'isole le sol 0. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une action mécanique, évidemment, toujours perpendiculaire au sol, dirigée vers l'intérieur du solide isolé, c'est-à-dire le sol, et je vais récupérer une action mécanique A de 1 sur 0. Que me dit le principe des actions mutuelles? Tout simplement que A de 0 sur 1 est égal à moins A de 1 sur 0. C'est-à-dire que ces deux actions mécaniques ont le même point d'application, la même direction, mais des sens opposés. Voilà pour le principe des actions mutuelles.